Bonjour tout le monde, on est reparti pour une nouvelle vidéo sur les finances personnelles, après 2 semaines de vacances, de soleil et de dépenses. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des idées pour épargner plus et sans faire beaucoup plus d'efforts, soit en consommant moins cher, soit en consommant moins tout court, ou en consommant mieux, et non seulement pour assainir nos finances, mais aussi pour améliorer un petit peu notre impact sur le monde. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, j'aimerais beaucoup qu'on réfléchisse au capitalisme, sur ce que c'est et ce que ça implique, sur la société de consommation et aussi sur les évolutions ou les alternatives qui sont possibles. Et tout ça humblement parce que ce sont des sujets que j'ai abordés pendant mes études et auxquels je me réintéresse à nouveau maintenant. Mais je pense que ça me dépasse et peut-être que je ne suis pas la seule. Et pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à vos objectifs d'épargne, de mettre en place des systèmes autour de vous pour les atteindre plus facilement, des idées pour dépenser moins cher, des idées pour dépenser moins tout court, et peut-être une petite réflexion bienveillante sur ce qui vous apporte réellement de la satisfaction dans la durée. Et comme d'habitude, si quoi que ce soit vous fait réagir, n'hésitez pas à en parler gentiment dans les commentaires où je suis de toute façon toujours très contente de vous retrouver. La toute première chose à faire pour réussir à épargner, et je pense que c'est le conseil qu'on donne en premier à chaque fois pour tout objectif qu'on voudrait atteindre, c'est d'identifier pourquoi. Parce que si vous n'avez pas de raison qui vous tienne suffisamment à cœur, au quotidien quand vous allez devoir faire un choix, vous allez préférer la satisfaction immédiate et clairement identifiée plutôt que une satisfaction future et en plus on sait pas trop ce que c'est. Donc en gros, il va vous falloir des raisons suffisamment fortes pour faire des petits sacrifices dans le présent. Vous pouvez avoir des objectifs de plus ou moins long terme que vous allez rattacher à des projets auxquels vous tenez vraiment, comme collecter un certain montant pour préparer un voyage l'année prochaine ou constituer un apport pour pouvoir faire l'acquisition d'une maison dans 5 ans ou je sais pas, constituer un portefeuille d'investissement qui va vous permettre de travailler un petit peu plus librement dans 15-20 ans par exemple. Et vous pouvez avoir des objectifs avec des motivations qui sont plus ou moins tangibles. Par exemple, vous pouvez constituer une épargne de sécurité pour avoir la tranquillité d'esprit de pouvoir faire face à des dépenses imprévues, potentielles mais qui sont bien concrètes. Donc par exemple, des dépenses médicales qu'il faudrait avancer ou des réparations à faire dans votre maison ou la perte de son travail. Ou alors, vous pouvez épargner avec pour motivation de avoir la liberté de pouvoir quitter votre travail si jamais il ne vous convient pas, en pouvant survivre pendant plus de 6 mois. Là, avoir le choix, ce n'est pas quelque chose de vraiment tangible, mais ça reste une motivation qui est bien définie. L'autre idée que je voudrais vous partager, c'est que pour atteindre un objectif, que ce soit des objectifs d'épargne ou autre chose d'ailleurs, il faut que vous dépendiez le moins possible de votre seule discipline. Et il faut que vous vous concentriez plutôt sur la construction de systèmes autour de vous qui vont vous permettre d'entretenir les bonnes habitudes qui sont nécessaires à l'atteinte de vos objectifs. Et si vous voulez aller plus loin sur cette idée, je vous invite à lire Atomic Habits de James Clear. Dans notre cas, c'est-à-dire pour atteindre certains objectifs d'épargne qu'on a bien définis, dans notre système, on peut définir un budget cible plus ou moins détaillé qui pourra nous guider au quotidien, dans lequel on va intégrer bien sûr nos objectifs d'épargne, mais aussi des grandes règles sur ce qu'on peut ou pas se permettre. Parce que sans cadre, sur le moment, on peut se dire « Oui, un menu à 100 €, ça va ». Alors que si on a défini un budget de 150 € par mois pour les restaurants, on a une référence pour se dire bof. Ensuite, on peut automatiser tout ce qui peut l'être, comme une épargne d'un certain montant au début de chaque mois avant toute dépense, pour être sûr de se payer en premier et de se rapprocher automatiquement de ses objectifs sans faire d'effort. Je pense que c'est vraiment ce qui marche le mieux, en tout cas de mon expérience et de celle des personnes qui m'entourent. Et si en plus le montant qui est épargné est aussi automatiquement investi, ça permet de moyenner. On peut aussi séparer tout ce qui peut l'être pour avoir de la clarté. Donc ça veut dire notamment séparer son compte épargne de ses comptes courants évidemment, mais aussi utiliser des comptes épargne différents ou des enveloppes pour investir différentes pour séparer ces différents projets. Et en plus, ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur son avancement et de pouvoir se dire au fur et à mesure qu'on épargne « Ah, j'ai envie de rajouter un petit peu plus dans tel ou tel projet où j'ai un peu de retard ». Et on peut aussi planifier un point finance régulièrement pour revoir un petit peu ses dépenses au fur et à mesure, pour se donner l'occasion d'être surpris si jamais on commence à dériver sérieusement. Parce que si on regarde jamais ses finances, on ne se rend pas compte quand on commence à partir en vrille. Pour dépenser moins cher, il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence pour un même produit ou un même service, donc chercher le prix le plus bas. Et en fonction de votre besoin, vous pouvez aussi rechercher des alternatives qui sont moins chères. Pour faire jouer la concurrence, on peut passer par des comparateurs. Donc on connaît bien les comparateurs comme Booking ou eBookers ou même
le comparateur de Google quand on doit planifier un voyage. Mais on peut aussi trouver des comparateurs pour tout, c'est-à-dire pour vous aider à choisir votre banque, votre crédit immobilier, vos assurances, votre fournisseur d'électricité, d'internet, de téléphone. Et parfois, vous avez vraiment intérêt à changer. Et on peut aussi contacter directement les entreprises pour leur demander ce qu'elles ont à proposer quand elles ne nous harcèlent pas elles-mêmes au téléphone pour nous garantir que leur offre est la meilleure par rapport à la concurrence. C'est juste pour vous faire passer de leur côté de la lumière. Si vous voulez une petite idée pour commencer, vous pouvez créer un compte gratuit sur Banking, répondre à quelques questions et ils vont vous proposer des alternatives moins chères à vos fournisseurs actuels pour plein de types de fournisseurs différents. Pour ce qui est de trouver des alternatives, il faut souvent faire preuve d'un petit peu de créativité pour pouvoir retrouver le plaisir que vous recherchiez au départ, mais en dépensant un petit peu moins. Par exemple, vous pouvez remplacer une sortie au restaurant avec des amis par une soirée dans un appartement ou un pique-nique où tout le monde va ramener un petit truc et ça va être le même plaisir de tous se retrouver mais sans dépenser autant. Vous pouvez aussi remplacer l'achat d'un produit de grosse marque par le produit équivalent et qui va être moins cher chez son challenger, ou alors vous pouvez passer par le marché de l'occasion, que ce soit pour acheter ou pour vendre d'ailleurs. Par exemple, quand j'ai acheté mon objectif d'appareil photo, j'avais une option Sony qui coûtait 1 300 €, je trouvais ça vraiment beaucoup trop cher. Et ensuite j'avais l'alternative qui était de qualité similaire avec même des petites fonctionnalités en plus, qui était à 800 € neuf chez Tamron, que je trouvais encore cher. Et en revendant d'anciennes affaires sur Rebuy, j'ai pu acheter l'objectif Tamron sans dépenser beaucoup trop. Pour ce qui est de l'occasion, si jamais ça vous intéresse, je peux vous donner quelques noms, même si a priori je pense que vous en connaissez une majorité. Vous avez Le Bon Coin, mais là pour le coup faites bien attention à toujours faire les remises en main propre pour pouvoir tout vérifier. Et même n'hésitez pas à aller faire les remises à 2 personnes, on ne sait jamais. Vous avez Rebuy et Back Market pour tout ce qui est tech. Et vous avez Vinted pour les vêtements. Un autre moyen de dépenser moins cher, ça va être de se renseigner sur ses avantages en fonction de sa situation. Vous avez peut-être des avantages dans votre entreprise qui va peut-être vous proposer de rembourser une partie de vos voyages dans le meilleur des cas, donc une partie de vos hôtels, une partie de vos transports, tout ça. Et ce qui est le plus fréquent, ça va être d'avoir un budget culture que vous pouvez récupérer sous la forme de chèque culture si jamais aucune des choses qui sont proposées ne vous intéresse. Enfin, si les pièces qui sont proposées ne vous intéressent pas ou si les places de cinéma vous les trouvez quand même chères, peu importe, vous pouvez tout récupérer sous forme de chèque culture et ensuite acheter des choses où vous voulez. Et si vous êtes étudiant, vous avez un maximum d'avantages sur un tas de choses, que ce soit les sorties culturelles, les transports en train, les billets d'avion, enfin un petit peu tout, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Une bonne technique aussi pour acheter moins cher, ça va être d'attendre les bonnes périodes, c'est-à-dire acheter hors saison pour les vêtements, acheter 2 saisons pour les fruits et légumes, et attendre le Black Friday ou les soldes pour les grosses dépenses, que ce soit les cadeaux de Noël ou les techs. Par contre, assurez-vous d'avoir un objectif précis avant, pour être sûr de ne pas acheter n'importe quoi sous le coup de l'émotion, sous prétexte qu'il y a des réductions sur un petit peu tout. Restez honnête avec vous-même sur le fait que vous n'aviez pas vraiment besoin de ces articles avant de les voir soldés. Et donc, acheter moins cher, c'est très bien, mais par contre pas au détriment de la qualité ou de votre satisfaction parce que ça va vous pousser à racheter derrière. Et pour épargner, en plus d'acheter moins cher, il est important d'acheter moins souvent. Un moyen de dépenser moins souvent, ça va être d'acheter simple et de qualité plutôt qu'en quantité. C'est-à-dire des produits dont vous serez satisfait dans la durée et si possible qui sont multitâches. Ça vous évite de devoir acheter plusieurs exemplaires ou de devoir remplacer très souvent. Par exemple, à moins d'être un passionné ou un collectionneur, ça peut être bien d'avoir une bonne montre ou une bonne paire de lunettes de soleil qui vont vous durer des années et qui vont un petit peu avec tout, plutôt que d'en avoir tout plein. Et si ça vous aide à garder les choses plus longtemps, d'avoir des marques dont vous êtes fiers, c'est pas grave. Et puis en plus, vous avez un meilleur impact qu'en entretenant la fast fashion. Vous pouvez aussi utiliser cette logique pour les produits ménagers ou les produits cosmétiques. Souvent, un bon vinaigre blanc sera beaucoup plus sain et pourra aussi être multitâche et remplacer une quinzaine de produits ménagers différents, à moins que vous ayez un souci spécifique du style moisissure radioactive dans la salle de bain. Et souvent aussi, une huile de coco ou une huile d'avocat font des merveilles pour votre peau ou pour vos cheveux et c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus sain que d'acheter 15 produits cosmétiques différents. Mais j'avoue que moi je dois mettre 4 types de cheveux. J'avoue que moi je dois mettre 4 types de produits différents sur mes cheveux pour les entretenir. Mais c'est pas grave, on est tous différents.
Mon budget maquillage, c'est 27 € par an pour une poudre à sourcils. C'est vraiment super cher pour ce que c'est, mais je l'utilise régulièrement, donc quasiment tous les jours. Ça fait 90% du travail pour restructurer mon visage et pour donner l'impression que je suis réveillée et tout, et bien dessinée. Et si jamais j'ai envie de mettre un rouge à lèvres un jour parce qu'il y a une grande occasion, ou parce que je filme une vidéo YouTube ou je sais pas trop quoi, bah je ressors mon tube de 2018. Je suis consciente que c'est un privilège de pouvoir être exigeant sur la qualité de ce qu'on consomme, ce qu'on porte et ce qu'on mange, mais vraiment autant que possible quand vous le pouvez. Je pense que dans la durée, à long terme, c'est beaucoup plus économique et bénéfique que de consommer de mauvaise qualité. Une autre méthode pour acheter moins souvent ou en tout cas limiter les achats impulsifs, ça va être d'utiliser une wishlist dans laquelle vous allez noter tout ce que vous voulez au fur et à mesure que ça vous traverse l'esprit et ça vous permet de planifier le bon moment et le bon endroit pour les acheter. CF, les conseils d'avant. Quand vous vous retrouvez dans un magasin ou devant un article qui vous intéresse soudainement, vous saurez que vous ne l'aviez pas prévu, donc vous ne pourrez pas vous berner entre guillemets. Et vous l'ajouterez à votre liste, vous planifierez le bon moment ou le bon endroit pour l'acheter et ensuite, si ça vous intéresse toujours à ce moment-là, bah, vous pourrez y aller sans culpabilité. Autre chose à laquelle vous pouvez penser, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vraiment besoin de posséder et qu'il existe pas mal d'alternatives pour les choses pour lesquelles vous avez des utilisations peu fréquentes. Donc par exemple, si vous êtes en ville, vous n'avez pas besoin de posséder une voiture et vous pouvez faire du covoiturage pour les longs déplacements. Si vous aimez avoir tout le temps les dernières technologies autour de vous, peut-être qu'au lieu d'acheter constamment tous les ans, vous pouvez faire de la location. Et si vous faites une raclette par an et une fondue par an, peut-être qu'au lieu d'acheter 15 000 machines différentes et encombrer votre cuisine, vous pouvez emprunter à vos parents pour l'occasion. Ou votre voisin. Et au contraire, pour les utilisations fréquentes, il ne faut pas hésiter à faire un achat une bonne fois pour toutes, plutôt que payer un service à répétition. Donc si vous êtes par exemple du style à aller chez l'esthéticienne toutes les semaines, peut-être que ça vaut le coup d'acheter des machines pour chez vous. Et sinon, moi je pleurais à chaque fois que j'allais chez le coiffeur. Avant, du coup, ce que j'ai fait, c'est que maintenant j'achète des bons produits et j'ai acheté une bonne paire de ciseaux de coiffeur et je me fais mes coiffures moi-même. Autre rapide petite astuce qui peut ou pas marcher pour vous, vous pouvez sortir de chez vous sans votre carte bleue et emmener un montant limité de cash. Ça dépend des personnalités, parce que moi j'ai beaucoup de mal avec le cash, je m'en sors pas du tout avec les pièces. Et sinon, une dernière astuce, ça va être d'essayer de ne dépenser qu'en fin de mois, une fois que toutes vos dépenses normales, vos factures, vos courses, etc. sont passées, tout en essayant en même temps de maximiser l'épargne qui va vous rester à la fin du mois. Parce que si vous dépensez en début de mois, ou en tout cas juste après avoir été payé, vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup d'argent disponible et de pouvoir vous permettre plein de choses, alors qu'en réalité c'est pas le cas du tout. Et il va encore y avoir toutes vos dépenses normales qui vont arriver derrière. Donc oui, ça peut être une astuce d'avoir une fenêtre plus restreinte dans le mois où vous pouvez faire des dépenses, on va dire, superflues et de les garder vraiment pour la toute fin de votre cycle. La fin du mois. On dirait que je parle de cycle menstruel. Et pour finir, j'aimerais vous inviter à réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous, pour être sûr que vos dépenses sont intentionnelles et qu'elles sont vraiment au service de la vie que vous aimez et que vous voulez, et pas le fruit de manipulations commerciales environnantes ou de mauvaises habitudes. Vous le savez sûrement déjà, mais tous les messages publicitaires que vous avez autour de vous, l'emplacement des magasins, la disposition des produits, la définition des prix, les marques qui sont arborées sur les réseaux sociaux, qui sont portées par les personnalités publiques, tout ça, et j'en passe parce que ça me dépasse, parce que c'est pas mon domaine, tout ça est pensé pour vous pousser à l'achat. Et quand vous faites un achat, en plus, vous allez avoir un pic de dopamine, donc c'est un neurotransmetteur qui vous donne un sentiment de satisfaction, qui est censé vous récompenser après certaines actions pour vous encourager à les refaire. À l'origine, comme beaucoup de choses, ça servait à des choses utiles pour notre espèce, donc comme manger ou nous reproduire, mais bon voilà, ça dérive. Et plus vous allez avoir de satisfaction après un achat, plus vous allez avoir envie d'acheter davantage, parce que c'est addictif. Du coup, mon petit conseil final pour finir en beauté, ça va être, pour avoir envie de dépenser moins, il faut dépenser moins. Merci. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos idées dans les commentaires si jamais vous en avez d'autres auxquelles je n'aurais pas pensé. Merci encore d'être là, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une excellente semaine. Bisous à tous!